Bien, je veux d'abord remercier la Ferme Digitale pour cette passionnante journée. Je ne connaissais pas la profondeur et l'ampleur du rassemblement des forces. Et je vois qu'en quelques années, c'est devenu un lieu incontournable de l'innovation, de la réflexion, de la confrontation et de l'action collective. Je veux en féliciter deux coprésidents qui se sont manifestés. Florian Breton, c'est vous-même, je crois que vous êtes co-agissant, et je vous en félicite, c'est une preuve du sens collectif. Je dois vous dire, si, après j'ai passé quelques heures de la journée avec vous, si j'avais été ministre, je serais venu. Et c'est pourquoi je me permettrai de dire que, pour avoir salué Cédric Villani, député de l'Essonne, et quel député, je dois peut-être apporter un éclairage, j'allais dire, original, après une journée de travail. Et je m'arrêterai sur le mot transition, finalement, puisque c'est le thème de vos travaux. La transition, c'est le passage d'un état à un autre. Mais où est-ce qu'on va? Et finalement, c'était ça les débats qui se sont déroulés sous nos yeux. Quel type de mutation nous sommes en train de vivre? L'agriculture n'a jamais cessé de se transformer, dans tous les sens. Elle passe de crise économique à crise morale, crise sectorielle, et finalement la crise, qui est le moment de la mutation, va vers quoi? Elle nous emmène vers où? Et c'était un peu le sens de mes propres réflexions en écoutant vos travaux toute la journée. Et je me disais que finalement, lorsqu'on prend un peu de hauteur, comme si nous montions dans le drone de l'histoire et de la géographie française, on prenait de la hauteur, on se dirait la politique agricole commune qui a construit un modèle qui est en cours de démantèlement définitif, parce qu'elle était dissoute par les gouvernants européens dans la mondialisation, a placé les paysans français seuls sur le marché mondial, sans protection et sans soutien. C'était l'objectif d'ailleurs de l'Organisation mondiale du commerce quand elle a été créée il y a maintenant presque plus de 20 ans. Et cet objectif a parfaitement réussi. Plaçant ainsi la paysannerie française, l'agriculture française en situation de compétitivité maximale avec des modèles agrofonciers, agronomiques, agrochimiques, agro de tout type de nature dans le monde, extensifs, archi-productivistes, avec des ressources naturelles qui ne sont pas les mêmes que ceux de la France, et surtout avec une histoire et une géographie qui n'a rien à voir avec l'histoire de la France, la polyculture familiale, la structure foncière éclatée, le pays bocagé, et la difficulté de supporter l'idée qu'on puisse être chef d'exploitation à la tête de 500, 1000 hectares. C'est devenu chez nous presque une gageure ou même une injure pour certains. Et donc il y a là une crise de la confrontation entre la mondialisation qui est insoutenable pour la France et une agriculture qui veut rester elle-même. Quand on discute avec le patron de la Sonial qui fait marcher les élevages laitiers, il dit qu'ils ne sont pas compétitifs parce que le prix de la poudre de lait ne nous permet pas d'acheter. Quand je regarde, moi, qui plante avec la compagnie des amandes 2000 hectares d'amandiers dans le sud de la France, dans les départements de la façade méditerranéenne, Corse compris, je vois qu'il y a 20% de la surface agricole utile qui est à l'abandon. On parle des friches industrielles, je pourrais parler des friches agricoles. Quand j'étais jeune député, il y a 20 ans, j'étais élu dans une région rurale, la Bresse-Bourguignonne. J'avais beaucoup de relations avec le monde agricole, la FNSEA locale, les PAC, les syndicats, les organisations professionnelles, mutualistes, de secours, d'entraide agricole. Je me souviens qu'ils avaient hué leurs députés, que j'étais, en leur disant ils se préparent un plan de licenciement social digne de la sidérurgie dans l'agriculture. Mais comment vous pouvez parler de nous comme ça? Je dis, je ne parle pas de vous, je parle de nous tous et de la façon dont on va devoir l'anticiper. Et puis, il est en train de se dessiner, pour moi, je reste toujours un peu avec un peu de hauteur, puis je vais bientôt redescendre dans un instant. Et il y a comme une sorte d'alliance qui est en train de se nouer entre le public, les consommateurs, qui sont aussi citoyens, c'est que le consommateur, il n'est pas que consommateur. Il a deux cerveaux, un droit, un gauche. À droite, le portefeuille, le prix, à gauche, le citoyen, le monde. Je veux avoir une sécurité sociale, je veux que les lois environnementales soient les meilleures du
monde, je veux des PME à côté de chez moi, je veux que mes enfants travaillent dans une boîte qui a un bon boulot. Et puis à force de faire le grand écart ou la césure entre le cerveau droit de je veux toujours payer moins cher tout et n'importe quoi, et le cerveau gauche qui veut je veux tout ça que je ne veux pas payer de l'autre côté, à un moment, la réconciliation s'est faite. Et c'est en train de se produire. Le consommateur a décidé, pour moi, de passer une alliance avec l'agriculteur. Donc aujourd'hui, cette alliance, elle se manifeste par le fait qu'il y a une pression énorme, et d'ailleurs les grands distributeurs nous l'ont dit ce matin, une pression énorme de consommateurs pour manger mieux, et demander davantage de qualité, donc obliger, bousculer tout le système à faire remonter la qualité, et prêt à le payer. Et c'est évidemment un changement considérable pour le modèle agricole tel qu'il est hérité de la politique agricole commune, qui était plutôt extravertie vers l'exportation, vers le reste du monde, et là qui devient introverti, qui est plutôt du circuit court, si je pousse la caricature, presque permacole. Le paysan deviendrait bientôt un jardinier autour des villes. Demandez à un agriculteur s'il a envie d'être jardinier à la tête de son tracteur et qu'on lui a appris ses 300 hectares de tournesol, de jachère tournante, de ceci et de cela. Est-ce que vous croyez qu'il a envie de l'être? Non. Culturellement, pourtant, il y a une épidémie aujourd'hui de conversion au bio, pas dans les jeunes générations, dans les zones pauvres, c'est-à-dire dans les zones intermédiaires, comme on dit dans la nomenclature de la politique agricole commune, là où la richesse de la terre n'est pas à la hauteur. Et l'épidémie, c'était 3000 il y a 2 ans, je crois que c'est 5000 cette année, j'ai regardé les chiffres avant de venir, c'est assez important, et on voit apparaître des gens qui critiquaient les charlots des bio devenir eux-mêmes des pratiquants. Donc c'est une mutation du modèle agronomique, des nouvelles pratiques culturelles, ça veut dire qu'on va accepter d'avoir de moins en moins de rendement, et vivre avec, alors qu'on a appris dans les écoles d'agriculture que le rendement c'était le progrès, c'était l'avenir. On va mettre de l'emploi agricole, là où on a appris dans les écoles d'agriculture qu'il fallait des machines, etc. Donc l'emploi agricole, c'est le bio. Hein, c'est un peu plus de monde. Et d'ailleurs, regardez les ratios, il y a plus d'emplois agricoles dans les exploitations bio que dans les autres. Et puis un nouveau modèle aussi qui va allier, parce que pour moi, cette évolution vers le bio, la conversion, la mutation du modèle agronomique, marche avec l'évolution du modèle scientifique et technologique. Il y a beaucoup de choses qui ont été dites de ce point de vue-là, qui apportent la modernité à la ferme contemporaine, qui est en train de muter. Sous la pression, ou l'amitié, ou le soutien des consommateurs. Mais surtout, moi, ce qui m'intéresse, c'est l'ancien ministre de l'économie, on ne se refait guère, c'est les mutations du modèle économique. Aujourd'hui, le consommateur en est à exiger de son interlocuteur commercial, donc le grand magasin, le supermarché, ou la vente directe, de connaître quelle est la nature du partage de la valeur. Comment l'argent qu'il donne est réparti. Vous savez, c'est cette image que les syndicats agricoles ont propagée pendant des années, montrer une baguette. Dans la baguette, il y avait 5% pour le prix de la farine. Tout le reste, c'était, on payait plein de gens, plein d'intermédiaires, plein d'apporteurs de matières premières qui n'étaient pas l'essentiel de la farine. Eh bien, ce sujet-là est le sujet du consommateur en permanence, qui veut savoir d'où ça vient, qui ça paye, et pourquoi il paye si cher alors que le produit n'est pas si formidable que cela. Donc il y a une espèce de prise du pouvoir. Et là, nous avons l'apparition de ce que moi j'appelle les marques équitables, qui propagent l'idée qu'il faut partager la valeur avec le producteur. Et je dois vous dire que celui qui a été le pionnier, c'est Chaban et c'est qui le patron. Nous avons fait exactement la même chose dans le miel avec Bleu Blanc Rouge, nous avons fédéré les apiculteurs. Nous disons aux consommateurs, vous allez payer votre miel plus cher. Pourquoi? Alors 20 centimes, 50 centimes de plus, pourquoi? Parce que les centimes au pot que vous payez, c'est des milliers d'euros chez l'apiculteur, et qu'est-ce qu'on obtient en contrepartie de l'apiculteur? Ben, on finance sa croissance. Donc l'augmentation de son cheptel, de ses colonies. Donc on participe à la remontada après les destructions sur la biodiversité. Exemple, l'année dernière, nous avons une existence, nous sommes nés en septembre 2018, nous avons acheté 94 000 tonnes de miel à 45 apiculteurs fédérés sous contrat trisannuel. Nous leur avons acheté entre 5 et 18% plus cher que le prix du marché,
Et nous faisons 250 000 déjà euros de chiffre d'affaires après 8 mois d'exploitation, avec des consommateurs dont le panier moyen sur le site internet est de 47 euros. Tu achètes des pots de miel entre 5 et 7 euros. Mais ils acceptent de les payer plus cher et ils veulent même savoir d'où ça vient, qui est l'apiculteur. Donc il y a nous, l'apiculteur sur peau. Ces marques équitables vont exploser, se propager, il y en a beaucoup ici, et elles vont prendre le pouvoir, parce qu'elles donnent le pouvoir à ceux qui l'ont et qui ne croyaient pas pouvoir l'exercer, les consommateurs. Et je dois vous dire, je suis en train, avec des investisseurs japonais, aujourd'hui, de créer une marque de glace bio. Nous allons installer des sorbetières chez les agriculteurs, les éleveurs laitiers qui sont en difficulté. Vous savez, moi ce qui me frappe quand je vais dans une exploitation laitière, c'est voir la tête des gens. C'est la déprime. D'ailleurs, j'ai entendu tout à l'heure autour du youtubeur qui disait ça va pas, c'est vrai. 37 centimes le litre quand on est en conventionnel, même 47 centimes le litre quand on est en bio, ben nous on va le payer 80 centimes le litre. Et il va faire, on va remplacer Häagen-Dazs dans 20 ans, 10 ans, j'en sais rien, un jour. On va remplacer Häagen-Dazs et ses usines, mettre des des additifs alimentaires, on va les enlever, et on va unir un meilleur ouvrier de France, glacier, qui va apprendre à nos paysannes et nos paysans éleveurs laitiers qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, à bien gagner leur vie en faisant de la glace sur place. Donc c'est l'alliance des paysans et des ouvriers. Avec le soutien des consommateurs, et en se passant du système industriel agroalimentaire qui ne fait pas suffisamment son travail, il ne paye pas assez l'agriculteur, il met trop d'additifs alimentaires, donc il embarrasse le consommateur, il le déçoit, et il dépense trop de marketing, parce que finalement, il ne respecte pas la sincérité et l'authenticité de ceux qui travaillent derrière. Voilà. Voilà une marque équitable que nous allons créer, et où on va remplacer les usines industrielles de fabrication de glace, un marché de 4 milliards en France, par des petites usines, micro-usines, des ateliers de fabrication déconcentrés, décentralisés chez les éleveurs. C'est une marque équitable que nous allons créer. Et ce n'est pas des Français qui la financent, c'est des Japonais. Intéressant quand même. Parce que les Japonais adorent la France. Made in France. Voilà. Alors ce modèle, il a encore d'autres impacts. Je voudrais continuer à redescendre dans le terrain maintenant et terminer mon propos en posant quelques questions. Par exemple, c'est aussi un modèle économique qui va transformer le système de financement. L'agriculteur, s'il intègre de la valeur dans son exploitation, il va avoir besoin d'investissement. Il ne pourra pas toujours tout financer avec le crédit agricole et la dette. Il va être obligé d'avoir des investisseurs dans son capital. Donc, l'agriculteur, seul, en famille, avec seulement ceux qui n'ont pour capital que leur travail, il va falloir qu'on passe à autre chose et qu'on accepte. C'est ce qu'on a fait avec la Compagnie des Amandes. On a fait une alliance capital-travail, où on allie le capital, parce qu'il faut investir 25 000 euros par hectare, si on compte l'irrigation qui est nécessaire des jours d'été, et le travail de l'arboriculteur. Donc cette alliance capital-travail, à un moment, l'agriculteur va être obligé d'ouvrir son capital. C'est exactement ce qui s'est produit dans d'autres secteurs, industriels, économiques, ou de serviciels. Et ça, c'est une question importante. Et on peut se poser aussi la question du prix de la terre. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est soutenable, alors qu'il y a une quantité très importante d'agriculteurs qui partent à la retraite, leurs propres enfants ne peuvent pas les reprendre parce qu'il y a un obstacle financier. Ça veut dire que quand ils commencent leur carrière d'agriculteur, ils sont surendettés et pendus. Comment est-ce possible? Donc la question de la remontée des prix dans l'agriculture à la consommation est fondée. En clair, dans le pouvoir d'achat des ménages dans les années 60, on dépensait 30% de son pouvoir d'achat à se nourrir. Aujourd'hui, c'est 20%. Et bien, si on remontait, ça pourrait être un objectif politique d'un gouvernement avisé, si on remontait, peut-être pas à 30, mais au moins à 22, 23, 24, 25, en faisant diminuer la part de plus importante dans le pouvoir d'achat des ménages, qui est même intrusive et abusive, qui est l'immobilier et le logement, faire baisser les prix de l'immobilier, arrêter les défiscalisations dans l'immobilier et soutenir l'augmentation des prix dans l'agriculture, je pense qu'on ferait une bonne affaire en France. Projet économique intéressant, difficile à mettre en œuvre, mais sur lequel nous devons. Troisièmement, la question du portage de la terre. On a la Caisse des dépôts qui a 2000 milliards.
Est-ce qu'on va laisser finalement, est-ce que c'est pas un bien commun la terre? Est-ce qu'on ne pourrait pas, pour ceux qui ne peuvent pas la porter parce qu'elle est trop chère et qui ne peuvent pas exercer leur métier, est-ce qu'on ne peut pas trouver des solutions d'amphithéose définitive ou perpétuelle? On n'a plus besoin de l'acheter, il suffit de la louer à vie. Mais du coup, c'est beaucoup moins de revenus qui est pompé sur le revenu de l'agriculteur. Donc ces questions-là, il faut les poser politiquement parce qu'elles se posent économiquement aujourd'hui. Et je voudrais remercier la ferme digitale d'avoir permis, pas bien sûr d'avoir fait la publicité de Bleu Blanc Ruche, mais ou d'accompagner les amandes, ou de la future marque que nous allons créer dans la glace bio. Non, d'avoir permis finalement à l'ancien homme politique que je suis d'avoir pu faire un instant, encore un tout petit instant, monsieur le bourreau, de la politique. Merci à vous.